Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Kallman-Lévy, présentent Le meilleur de nos fils, de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin. La soif le réveilla. Non pas la soif naturelle qu'on éprouve après un match de tennis ou une journée passée à skier, une sensation qui se manifeste progressivement, mais une soif ardente, impitoyable, née du besoin désespéré de l'organisme de refaire le plein des liquides chassés par l'alcool. Soudain réveillé, il resta allongé dans son lit, transpirant. Ses sous-vêtements lui collaient au corps. Il crut tout d'abord pouvoir la traiter par le dédain et l'ignorer pour retomber dans le sommeil embrumé dont elle l'avait tiré. Il se tourna sur le côté, la bouche contre l'oreiller, et tira la couverture sur son épaule. Mais autant son corps réclamait encore du repos, autant il lui était impossible d'ignorer sa soif, comme il l'eût fait d'un début de crampe d'estomac. Il resta comme il était, inerte, totalement dépourvu de volonté, et essaya de se rendormir. Il y réussit quelques minutes, puis une cloche sonna dans la ville et le rappela à la conscience. L'idée de liquide s'insinua à nouveau dans son esprit. Il imagina un verre d'une eau minérale pétillante à la paroi ruisselante de condensation, la fontaine d'eau fraîche dans le couloir de son école élémentaire, un gobelet en carton plein de Coca-Cola. Il avait davantage besoin de liquide que de tout ce que la vie aurait pu lui présenter de désirable ou de bon. Il tenta une fois de plus de se rendormir tout en sachant que c'était un combat perdu d'avance et qu'il n'avait pas le choix. Il allait devoir sortir de son lit. Il commença par hésiter entre les deux côtés, se demandant si le carrelage ne serait pas froid sous ses pieds, puis repoussa ses considérations aussi violemment qu'il le fit de ses couvertures pour se lever. Des pulsations rythmiques lui martelaient le crâne et son estomac émit des protestations devant ce brutal changement d'assise par rapport au sol. Mais sa soif lui fit tout ignorer. Il ouvrit la porte de sa chambre et s'engagea dans le couloir, éclairé sur toute sa longueur par la lumière qui filtrait de l'extérieur. Comme il le craignait, les dalles de lino agressaient ses pieds nus, mais la pensée de l'eau qui l'attendait lui fit surmonter cette impression de froid. Une fois dans la salle des douches, poussé par un besoin plus impérieux que jamais, il fonça vers le premier des lavabos blancs alignés le long du mur. Il tourna le robinet d'eau froide et le laissa ruisseler quelques instants. Même du fond de son ivresse, il s'était rappelé le goût de rouille de l'eau tiédasse qui commençait par en sortir. Lorsqu'elle coula bien froide sur ses doigts, il plaça les deux mains en coupe sous le jet et se pencha dessus. Bruyant comme un chien, il se mit à laper l'eau qu'il sentait descendre dans son corps, le rafraîchissant et le revivifiant au fur et à mesure. L'expérience lui avait appris qu'il était plus prudent de faire une pause après les 2 ou 3 premières gorgées et d'attendre de voir comment l'estomac retourné réagissait à l'arrivée surprenante d'un liquide sans alcool. Au début, l'organe protesta, mais sa jeunesse et sa bonne santé reprirent le dessus et son estomac finit par accepter l'eau sans rechigner et par en demander davantage. Trop content de le satisfaire, il se pencha de nouveau et prit 8 ou 9 longues gorgées, chacune soulageant un peu plus son organisme torturé. La soudaine éruption de toute cette eau déclencha quelque chose dans son estomac, qui déclencha à son tour quelque chose dans son cerveau. Pris d'étourdissement, il dut s'appuyer des 2 mains sur le bord du lavabo jusqu'à ce que le monde cessât de tourner autour de lui. Reprenant sa position, il but à nouveau à longs traits. À un moment donné, son expérience, comme ses sensations, l'avertirent qu'il serait risqué de continuer. Il se redressa, les yeux fermés, puis passa ses paumes mouillées sur son visage et sur le devant de son t-shirt qu'il prit par l'ourlet pour s'essuyer la bouche. Rafraîchi, à peu près en état d'affronter la vie telle qu'elle était, il se tourna avec l'intention de repartir dans sa chambre. C'est alors qu'il vit la chauve-souris,
ou du moins ce que ses sens encore engourdis lui faisaient prendre pour une chauve-souris. Sauf qu'il ne pouvait s'agir d'une chauve-souris, vu que la chose faisait 2 mètres de haut et avait l'envergure d'un homme adulte. Elle avait pourtant bien la forme d'une chauve-souris. Elle paraissait suspendue au mur, mais à l'endroit, sa tête dépassant au-dessus d'ailes noires retombant mollement le long de ses flancs, des pattes griffues dépassant d'en dessous. Il se frotta énergiquement le visage comme pour en chasser cette vision, mais la forme noire était toujours là lorsqu'il rouvrit les yeux. Il recula, et mu par la peur ou par ce qui risquait de lui arriver s'il détournait un instant son regard de l'animal, il se dirigea lentement vers la porte, là où il savait qu'était placé l'interrupteur qui commandait les longues barres de néon. En proie à un mélange de terreur et d'incrédulité, il faisait glisser le plat de sa main contre le carrelage dans son dos, comme si seul ce contact avec le mur lui permettait de maintenir le contact avec la réalité. Tel un aveugle, il se laissa guider par sa main jusqu'à l'interrupteur. Les tubes de néon s'allumèrent les uns après les autres, et une lumière aussi éclatante que le jour vint éclairer les lavabos. Il ferma les yeux, car il avait peur. Peur des horribles mouvements que pourrait faire la chose qui avait une forme de chauve-souris si elle était dérangée et tirée du confort de la pénombre. Lorsque les néons cessèrent de grésiller, le jeune homme rouvrit les yeux et se força à regarder. Si la lumière brutale transformait et révélait ce qu'était la silhouette, elle ne faisait pas complètement disparaître sa ressemblance avec une chauve-souris, ni ne réduisait la menace des ailes affaissées. Car les ailes n'étaient rien de plus que les grands plis de la cape sombre, élément essentiel de leur tenue d'hiver, que portaient tous les cadets. Quant à la tête de la chauve-souris, à présent éclairée, ce n'était que celle d'Ernesto Moro, un Vénitien poursuivant ses études à l'Académie militaire San Martino, tout comme le garçon qui, secoué de violents spasmes de vomissement, était plié en deux au-dessus du lavabo le plus proche.